Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième webinaire des clés pour agir de notre saison thématique Engager sa PVD dans un projet de santé globale. Je suis Judith Puzna, je travaille en tant que chargée de projet pour le club Petite Ville de Demain. Et avant de commencer, voici quelques consignes pour que tout se passe bien. On vous invite à nous signaler tout problème technique ou autre remarque dans le chat et à poser vos questions dans l'onglet Q et R que vous trouverez juste en bas de votre écran. Nos intervenants pourront y répondre au fur et à mesure et un temps de questions-réponses sera dédié à la fin du webinaire. Je vous rappelle également que les replays des premiers webinaires sont déjà disponibles sur notre plateforme YouTube et que les supports de présentation de chaque webinaire sont également disponibles sur la plateforme, cette fois Resana. Euh, j'ai donc terminé avec les indications un petit peu techniques sur ce webinaire. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau temps d'échange, cette fois dédié aux initiatives et aux aménagements urbains qui promeuvent les mobilités actives, qui viennent apaiser les circulations et le centre-ville et donc améliorer la santé des habitants, puisque finalement, penser et repenser les mobilités dans une petite ville de demain, c'est à la fois venir travailler sous la notion de centralité et d'attractivité des centres-bourgs, mais également venir apaiser les mobilités et créer des centres-villes accueillants et conviviaux. Il s'agit finalement de valoriser ici et de mettre plus en avant, plus au centre des aménagements urbains, les mobilités actives et tout particulièrement la marchabilité des petites villes de demain. Ce sera donc l'occasion lors de ce webinaire de découvrir des initiatives pertinentes en matière d'aménagement urbain favorable aux mobilités actives et à l'apaisement du cadre de vie. Nous aurons donc l'honneur d'accueillir le CEREMA et 3 PVD. Nous allons donc commencer par un temps de cadrage des notions de mobilités actives et de design actif grâce à l'intervention de Anne Vielle et Cédric Boussuge du CEREMA. Et nous aurons juste après trois mises en application très concrètes avec les interventions de 3 PVT. Donc avec la PVT de Lezé et sa chef de projet Aurore Cheminade, avec l'intervention de Dampierre-sur-Salon grâce à l'intervention du maire et de la chef de projet, donc Régis Villeneuve et Julia Sarret, autour des questions de mobilité et de marchabilité. Et nous terminerons par l'intervention de Manon Mallet, chef de projet à Créon, pour évoquer le design actif. Donc sans plus tarder, je passe donc la parole au CEREMA pour cette première intervention du webinaire, qui va donc venir poser des éléments de cadrage dédiés à ce webinaire dédié aux mobilités et au design actif. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est moi qui vais démarrer. Donc, je suis Anne Vial, je suis directrice de projet au CEREMA Territoire et Ville et je travaille sur les sujets d'aménagement opérationnel. Et je suis avec mon collègue Cédric Boussuge. On va vous faire une présentation à deux voix sur ces sujets-là. On va partir. Je veux bien que vous passiez à la diapo suivante. Merci. Encore celle d'après. Merci. On va partir déjà des attentes qu'il y a sur l'espace public et sur la question des usages, des attentes qui, depuis quelques années, et notamment après la crise du Covid, mais également d'une manière assez importante, notamment dans les centres des villes, mais aussi dans les centres des villages et des petites villes qui vous concernent aujourd'hui, on a vraiment une volonté et des tendances pour des espaces publics plus marchables, pour plus de place pour les modes actifs, mais aussi des espaces de sociabilisation, de rencontres, des espaces pour se rencontrer, pour faire du sport, pour jouer, et donc également des espaces de nature, des espaces de proximité. Et donc l'enchaînement de la combinaison, on va dire, de ces différentes attentes sont complètement favorables à transformer les espaces publics, justement avec les enjeux qui vous ont été décrits en introduction. On a parmi ces différents enjeux des enjeux assez importants autour des questions de la marche sur lesquelles ici focalise cette diapo notamment, où vous voyez quelques grands chiffres, quelques grands enjeux qui ne sont pas valables uniquement pour les grandes villes, qui sont également valables pour les petites villes, avec ces enjeux de finalement croisés à retrouver pour encourager et développer la marche sur ces territoires-là. Et on va vous l'expliquer à travers notamment ce sujet du design actif qui est notre angle d'attaque aujourd'hui, même si ça fait partie voilà, de ces réponses possibles pour favoriser la marche, mais c'est évidemment pas la seule.
Le design actif, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est peut-être un terme dont vous avez entendu parler, ou peut-être pas du tout, c'est possible aussi. Le design actif, c'est apparu il y a quelques années, notamment dans les pays anglo-saxons, et ça se développe de plus en plus également sur notre territoire. Le design actif, en fait, ça vise à aménager l'espace public pour inciter la pratique d'une activité physique. C'est vraiment ça le terme consacré, on va dire, pour encourager justement cette question voilà, de pratiquer l'espace public et justement d'être sur cette question de la santé et de comment on incite voilà, à agir, à bouger sur l'espace public, donc à marcher, mais aussi à d'autres mouvements, à d'autres types d'activités physiques, mais pas forcément en s'en rendant compte, pas de façon uniquement sportive, mais c'est pour ça que le design actif, on va vous montrer à travers à la fois la définition un peu collective et consensuelle que vous retrouvez là, mais à travers aussi des retours d'expérience et des manières d'approcher le design actif qui vont permettre finalement de favoriser cette activité sportive. Donc nous, au CEREMA, sur le design actif, on peut avancer. On a accompagné de longue date finalement l'ANCT et notamment le programme Action Cœur de Ville. Donc c'est pas votre programme sur les PVD, mais c'était notre entrée sur le design actif, même si finalement on y travaillait de manière indirecte à travers nos travaux et nos accompagnements sur notamment les questions de la marchabilité, la question des abords d'école, la question de l'aménagement. Et donc, ça nous a permis finalement de mettre en synergie nos retours d'expérience, nos recommandations, nos travaux pour donner des indications et faire croiser les regards par rapport à la mobilisation de ce design actif dans les projets. Et donc, on a fait une série finalement de 4 webinaires avec des publications que vous pouvez retrouver en ligne et travailler sur ce guide du design actif dans le cadre de Paris 2024 voilà, et finalement, ça a été un partenariat pour encourager l'arrivée des Jeux pour encourager dans les petites villes, dans les villes moyennes, la mise en place de certains dispositifs. On peut avancer. Et donc, finalement, nous, au CEREMA, on a une vision un petit peu plus globale que juste celle uniquement de l'approche sportive. C'est vraiment l'occasion, finalement, de se réapproprier l'espace public, de favoriser les questions d'accessibilité, de favoriser des usages différents, mais aussi de travailler sur la ville existante, comme on peut réadapter les espaces, mais aussi de privilégier des actions plus sobres, plus frugales en utilisant des matériaux locaux, en réinvestissant des lieux finalement sur lesquels on n'allait pas, de proposer aussi des projets ludiques, mais pas uniquement pour les enfants, d'encourager les modes actifs. Finalement, c'est vraiment l'occasion de travailler sur l'espace public et d'encourager d'autres pratiques. Cédric, si tu m'entends. Alors, est-ce que c'est Cédric qui est coupé? Merci beaucoup en tout cas pour cette... Alors, on va passer à... ouais, on va passer à la suite, mais c'est juste que je pense qu'il y a un petit problème de connexion chez Cédric. Sinon, je vais avancer, tant pis. C'est normalement à lui de prendre la parole. Je ne sais pas si tu nous entends. Je pense qu'il a été déconnecté. Est-ce que vous le voyez dans la salle d'attente? Sinon, je vais avancer. Non, Je en vais... effet, il est bien déconnecté, mais si vous voulez, on pourra revenir sur son intervention un petit peu plus tard si besoin. On va essayer, oui, si vous voulez bien, je vais essayer d'avancer pour qu'il arrive. Je vais juste lui mettre un petit message, désolé. Pas- Hop, il n'arrive pas à se reconnecter apparemment. Oui, bah, je vais avancer là-dessus, puis je le laisserai compléter revenir. peut-être. Oui, très bien. Je vais Voilà, vous pouvez, voilà. Je vais dire quelques mots, puis voilà, il vous en parlera de manière un petit peu plus, un peu plus précise. Mais l'idée, voilà, on voulait vous zoomer sur deux interventions finalement, enfin deux volets de ce qu'on peut raconter sur le design actif, qui était la question des parcours, de savoir, ah ben voilà, il arrive, il va pouvoir prendre la suite. Hop, désolé. Hop, vas-y. Hop là, vas-y. Tiens, Hop, merci. je peux essayer d'enlever Alors, je ne sais pas ce que Anne vous avait raconté, mais non, c'était rien. certainement très intéressant. Non, mais l'objectif, là, c'était de montrer que le design actif pourrait être utile pour
pour des effets. C'est vrai, on est dans le Alors, cœur du sujet. ouais, voilà, c'est ça. Du cinquième au deuxième, là, c'est un peu compliqué. Et en fait, on peut l'utiliser pour les trajets pour tout le public, mais il y a une volonté des fois d'agir sur des publics un peu spécifiques. Là, pour les personnes âgées, en dessous pour les enfants, et ça peut être pour le tourisme, l'économie. Et du coup, là, une entrée assez facile, c'est d'agir sur les écoles, autour des écoles, et sur les itinéraires qui vont vers, alors soit vers les écoles, soit vers le gymnase, soit les terrains de sport. Et du coup, on a pas mal d'exemples là-dessus. Donc là, on les a mis ici, mais en fait, vous les retrouvez sur le site soit du Webinaire Design Actif, soit du CEREMA. Euh, voilà. Une autre, enfin, autre chose, c'était le côté rendre ces aménagements plaisants et agréables. Parce qu'il y a le côté, pour développer la marche, en fait, il y a souvent deux volets. Le côté des cheminements accessibles à tout le monde, PMR, assez large, avec des revêtements qui fonctionnent bien, avec des bonnes largeurs, mais aussi donner envie. Et du coup, là, le design actif, il va aider à faire ça, à créer des itinéraires un peu sympathiques. Alors, je vous invite à aller voir, à layer les petits itinéraires en fonction des animaux qui ont été faits par et pour les enfants. Donc, si on suit les mammifères, on va vers l'école. Si on suit les oiseaux, on va vers, je ne sais plus, un terrain de sport. Mais il n'y a pas que ça. On a des exemples de marquage pareil, sur des itinéraires ou pour réassurer en fait le piéton. Et un peu après, on fait un petit focus. Enfin, c'est un point d'attention sur lequel on insiste beaucoup au CEREMA. Mais enfin, le design actif, et plus largement l'urbanisme tactique, l'idée c'est d'améliorer la vie de tout le monde et ça sera pas de rajouter des contraintes aux personnes les plus fragiles, notamment les PMR. Donc on a fait tout un travail là-dessus, accessibilité PMR et urbanisme tactique. Vous avez le lien en dessous qui disait de faire attention à la continuité. Par exemple, si on ferme une rue, qu'est-ce qui se passe à la fin, à la sortie? Faire attention ensuite aux différents espaces. En fait, on a les PMR, notamment malvoyants, qui sont habitués à marcher sur le trottoir. Donc, si on rajoute des objets sur le trottoir, il faut faire attention à ce que ça ne leur rajoute pas des contraintes impossibles. Par exemple, des panneaux qui débordent et qui peuvent prendre dans la figure, des barrières qu'ils ne voient pas. Voilà, donc tous ces petits éléments sont détaillés dans le document. Et je repasse la parole à Anne. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Si j'enlève le haut-parleur, pas du tout. Je vais le Hop, on va y arriver. Mhm. Excusez-nous. On va vous maintenant parler plutôt du sujet justement de l'expérimentation avec les usagers et la question de la programmation et de la place du design actif dans des projets qui peuvent être plus globaux et notamment les projets de revitalisation des centres-bourgs, notamment ce que vous avez dans le cadre de certains des PVD. Ce n'est pas forcément uniquement un projet d'espace public, c'est aussi la question plus globale de comment on revitalise le centre-bourg et comment finalement on donne envie de le revitaliser. L'utilisation et la mobilisation du design actif, c'est l'occasion de le faire avec les usagers, avec les habitants, et de se dire, on peut expérimenter des dispositifs, on peut tester des choses qui ne seront pas forcément des choses qui seront mises en place de manière pérenne, mais ça peut être plutôt transitoire. Et puis, c'est aussi l'occasion de se rendre compte de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est ce qui a été fait, ce que vous voyez à Ample-Puits voilà, dans la petite image en haut à droite, par exemple. C'était, voilà, il y a eu des expérimentations qui avaient été plutôt faites en chambre du côté de la collectivité. Ils se sont rendus compte qu'il y a pas mal de choses qui n'avaient pas fonctionné. Et finalement, là, ils ont reproduit un dispositif plus collaboratif, plus concerté avec les riverains et les usagers. Et ça permet finalement de mettre en place d'autres actions dans l'espace public et de se dire, bah, voilà, comment on le fait avec tout le monde. Euh, Ensuite, c'est aussi un temps de programmation, comme je vous disais, c'est-à-dire c'est aussi l'occasion, à travers cette mobilisation des usagers, mais aussi du test, à travers du marquage au sol, à travers le test sur du mobilier urbain, à travers du test sur différents types d'usages, et notamment la question justement de l'activité et des pratiques, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas, c'est de se dire, voilà, à quelle échelle j'interviens, qu'est-ce que sera mon futur espace public, qu'est-ce que c'est l'échelle de l'opération qui va être créée et comment finalement on s'approprie
un projet et on le fait vivre, notamment les opérations d'aménagement, les projets d'aménagement qui peuvent prendre du temps. C'est l'occasion finalement de se dire, pendant ce temps-là, on recueille aussi des besoins, mais on teste des choses et on se dit, voilà, comment on se rend compte à travers ces expérimentations que finalement, il y a des choses qui pourraient marcher ou ne pas marcher avant un passage plus large à l'échelle. Et ça veut vraiment être une méthodologie de projet, comme ce que vous voyez à Bayonne. C'était déjà, la maîtrise d'œuvre était déjà connue, mais les usagers et les tests dans l'espace public ont permis finalement de réorienter certaines parties du projet. Donc, c'est aussi l'occasion, à travers la mobilisation de ce design actif, de se dire, bon, ben voilà, on va peut-être voir les choses un peu différemment pour le pérenne. Et juste pour terminer, mais rapidement, on a listé quelques ressources que pour vous être utiles. Alors, surtout l'essentiel sur le design actif qui est paru il y a quelques temps, 6 mois à peu près, et qui reprend tous les éléments clés pour mettre en place le design actif et puis aussi quelques points d'attention. Donc, voilà, on mettra le lien dans le chat après. Et à côté de ça, vous avez des publications CRMA, donc des guides, des fiches et on vous invite à aller voir aussi des communautés sur la plateforme Expertise Territoire, notamment la communauté Quartier de demain, qui montre beaucoup de replays sur des projets urbains et voilà, des retours d'expérience, et la communauté Mobilité piétonne, donc plutôt modes actifs piétons. Il y a plein d'autres communautés, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a dessus. Et on va peut-être laisser la parole à la NCT. On en a fini pour notre présentation. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, des éléments de cadrage sur les mobilités actives et le design actif avec un focus tout particulier finalement sur l'expérience usagère. Donc vraiment, merci de toutes ces présentations. Vous pouvez retrouver plein de liens dans la barre d'infos, juste en dessous dans le chat, en dessous de ce webinaire. Et donc, on va passer à la présentation suivante avec le témoignage de Aurore Cheminade. Vous travaillez donc pour la commune de Lezay dans les Deux-Sèvres et vous venez nous présenter le projet de réaménagement de l'entrée sud-ouest du bourg qui a mobilisé les habitants. Je vous laisse. Bonjour, donc oui, donc je vais vous présenter comment la commune de Lezay, donc qui est située dans les Deux-Sèvres, à peu près à 1 heure de Poitiers et de La Rochelle. Donc c'est une commune qui a 2000 habitants. Il y a à peu près 1000 habitants dans le cœur de bourg et 1000 habitants éparpillés dans une cinquantaine de hameaux. Une commune qui est très très grande et qui est très peu dense et qui est aussi un ancien chef-lieu de canton, qui est un bourg structurant du territoire. On peut passer à la slide d'après, je pense. Oui, encore après, voilà. Et donc, il y a à peu près 4-5 communes alentour, donc à peu près 5000 habitants qui constituent son bassin de vie. Donc, c'est un bourg dont les services sont utilisés bien au-delà des résidents du bourg. On peut aller à celle d'après. Donc, l'étude, le Lezay Petite Ville de demain depuis 2020. Et donc, il y a une étude de revitalisation, une étude globale, qui a donc démontré plein de choses, mais qui a parlé évidemment de la mobilité. Et donc, qui s'est intéressée en particulier, qui a priorisé en fait un nœud dans le bourg, qui est une intersection en fait entre une route départementale qui constitue l'entrée du bourg et une sorte de rocade. On va juste revenir quand même en arrière. Merci. Et donc, ce qui est ressorti de la concertation, c'était les parcours. Donc, en fait, on a des pôles qui ont besoin d'être reliés entre eux, notamment une résidence autonomie avec un EHPAD. Donc, c'est à peu près 200 résidents dont une centaine de la résidence autonomie susceptible de se rendre au supermarché. Donc, entre le point 8 et le point 2. Donc, il y a 500 mètres. Il leur faut une bonne vingtaine de minutes à pied. Ensuite, on a un pôle scolaire au niveau du numéro 1 qui va rejoindre le 3 et 4, qui est le cœur de bourg, avec des accueils collectifs de mineurs. Donc, on a les centres de loisirs, l'espace jeune, la médiathèque, la piscine. Et donc, c'est un trajet qui est fait quotidiennement puisqu'il y a un pédibus. Et donc, on a un carrefour qui est extrêmement dangereux, qu'on va voir juste après, qu'on peut voir maintenant. Voilà. Et donc,
ce qui est en grange, c'est vraiment le secteur qui a été décidé de requalifier. Et donc, la question était comment on va concilier toutes les mobilités, puisqu'on a vu que ce bassin de vie, les habitants ne peuvent pas se passer de la voiture, clairement. Mais néanmoins, comment on fait avec tous ces publics spécifiques que sont les seniors et les jeunes, on va dire entre 8 et 15 ans, pour faire leurs déplacements quotidiens à pied. Et donc, comment on concilie tout ça, sachant qu'on est sur un carrefour où on a aussi des véhicules poids lourds, puisqu'on a un marché aux veaux avec un foirail et où il y a un marché aux bestiaux très important. Et on a également les livraisons du supermarché et on a aussi des véhicules agricoles, puisqu'on est dans une grande plaine céréalière, avec évidemment des moissonneuses-batteuses et des bennes à grains qui vont passer tout l'été, notamment sur cet espace-là. Donc l'idée, c'est comment on redonne la place aux piétons, mais comment on conserve en fait les usages qui sont indispensables à la vie économique de la commune. On va pouvoir aller après. Donc pour pouvoir démarrer ce travail, on a travaillé donc pour comment on concilie la mobilité, toutes les mobilités. Donc pour trouver une méthode, on s'est appuyé sur la méthode du guide Isadora, sur les conseils de ma collègue qui donc s'occupe du contrat local de santé sur le territoire. Voilà, donc on a épluché ce guide et donc on a pris des entrées. Donc il y a 11 clés, enfin il y a 15 clés, mais en tout cas, on en a choisi 2. On a choisi celle qui est l'entrée mobilité active et PMR et la deuxième fonction des espaces publics. On va pouvoir aller à celle d'après. Donc, je vous invite à lire le guide. Hein, il fait 400 pages. On ne va évidemment pas le détailler là. Donc, à la lecture de ce document, ce qui nous a questionné, c'était sa difficulté à l'adapter en fait à notre territoire. C'est un guide qui a été fait par l'EHESP à Rennes et par l'agence d'urbanisme de Bordeaux, avec énormément d'exemples à Grenoble, à Nantes. Nous, quand on est à Lezay, on trouve que c'est super ce qui est écrit dedans, mais on ne sait pas comment s'en emparer. Donc, on l'a simplifié. On a pris contact avec l'EHESP également pour pouvoir faire valider en fait notre cahier des charges. Donc, ce que nous avons retenu en fait comme démarche, c'est de choisir une équipe de maîtrise d'œuvre avec des co-traitants, donc une équipe classique qui a un BE technique, un paysagiste concepteur, et on a demandé que dans l'équipe, il y ait en co-traitance une personne qui soit spécialisée sur des démarches d'urbanisme favorable à la santé. Je ne vous cache pas que c'est très rare, donc en fait, on n'en trouve pas comme ça. Donc, on s'est un peu tablé sur, en tout cas, quelqu'un spécialisé sur la concertation et qui aurait eu, par exemple, un profil lié aux démarches qu'on avait avant avec l'ADEME, d'urbanisme, d'approche environnementale de l'urbanisme, par exemple, ou d'usage, d'approche par les usages. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a choisi une équipe avec donc trois co-traitants qui chacun ont pris ça en charge. Donc ensuite, on a mis en place donc des actions de concertation. Donc on en avait déjà fait dans l'étude globale avec les habitants. On les avait fait travailler sur des cartes principalement et aussi avec un groupe scolaire. Et ensuite, après, on est allé vers des panels plus ciblés. Comme je vous dis, il y a à peu près 5000 habitants qui sont susceptibles d'utiliser le lieu. L'objectif, c'était pas, on ne peut pas avoir les 5000 habitants. Donc, on est allé les voir directement. Donc, on est allé voir directement les ados à l'espace jeune. Donc, c'est un travail qu'on a fait avec le directeur de l'espace jeune et puis les parents pour qu'ils soient OK, pour qu'entre guillemets, on emprunte leurs ados pour faire des exercices avec eux sur la route. Et pareil avec les seniors du village retraite, où du coup, on a, avec le directeur du village retraite et les animateurs, travaillé avec eux pour qu'on puisse faire un parcours et puis organiser une sortie pour pouvoir décortiquer le parcours usagé. Donc, on peut aller à la diapo d'après. Donc, on a fait un questionnaire sur ce... Alors, le questionnaire, en fait, c'est ni les ados ni les seniors qui l'ont rempli.
C'est le bureau d'études et moi, en fait, quand on a fait les sorties où on a observé, on a posé les questions et en fait, on a recompilé donc ce qu'on avait pu voir. On va pouvoir passer à la diapo d'après. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par rapport au rendu, c'est pas un rendu qui est très formel, puisqu'en fait, le formalisme aujourd'hui, il n'est pas normé. Donc on peut pas dire, on peut pas se revendiquer d'une étude d'urbanisme favorable à la santé avec un document qui serait entre guillemets qui aurait été formalisé et où tout le monde reprendrait le même modèle. Notre bureau d'études était un peu démuni, donc on a fait ça à plusieurs et donc on a un rendu qui est entre autres un roman photo. Ça a été beaucoup plus simple puisque nous, le but quand même, c'est de reprendre les éléments de l'observation sur le terrain pour que le concepteur, le paysagiste concepteur et ensuite le BE technique les intègrent dans du coup l'avant-projet. Et donc en fait, ce qui est le plus parlant, c'est les photos avec les commentaires et notamment les verbatims. On a aussi fait des petites expériences tout à l'heure. La deuxième diapo, c'était une vue aérienne d'un carrefour. Donc, c'est ce fameux carrefour qu'il faut traverser. On a constaté, par exemple, que les personnes, quand elles traversent, elles font au plus court. Sauf que le plus court, c'est parfois le plus dangereux. Donc là, il a fallu concilier la sécurité avec l'intuitivité. Donc, le travail qui est fait, c'est que le paysagiste, en fait, va rendre moins appétants, on va dire, les chemins les plus courts et les plus dangereux pour que les chemins les plus sécurs et là où la visibilité est la meilleure, et aussi la pente, parce que ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est qu'il y a une pente, soit accessible PMR. Et donc, en fait, on va sélectionner des espaces qui sont les plus adéquats, en fait, pour le parcours et les plus sécurs. Et on va utiliser les parties les moins intéressantes et les plus dangereuses qui vont être végétalisées pour qu'elles ne soient pas traversées de manière spontanée. Donc, ce qui a rendu très intéressant ce travail, c'était vraiment l'observation et de pouvoir laisser faire les gens. Parce qu'on a bien vu, des fois, on fait un aménagement et en fait, les gens, ils passent à travers, ils marchent dans l'herbe. Là, l'idée, c'est vraiment de canaliser pour que l'autonomie, en fait, soit favorisée. On peut aller. Donc là, je ne vous le lis pas, mais c'est un peu ce qui ressort de notre diagnostic. Donc la conclusion, c'est qu'on avait des entraves à la mobilité. On a un besoin de voiture qui est accru, du coup, par ces entraves à la mobilité. Par exemple, le village retraite a embauché des services civiques, des jeunes en service civique pour aider les adultes, les seniors, à faire le trajet à pied, parce que justement, ils demandaient à le faire en voiture parce qu'ils trouvaient le carrefour trop dangereux. Donc, ça confirmait bien ça. L'idée aussi, c'est de pouvoir travailler sur la santé cognitive, puisque les seniors, en fait, il y a la santé physique, faire de l'exercice physique, mais il y a aussi continuer à savoir se repérer dans l'espace, continuer à être autonome, continuer à pouvoir faire ses courses seuls. Et pour les jeunes, c'est aussi pouvoir faire le trajet sans que les parents soient stressés par est-ce que mon enfant va arriver vivant à l'école. En gros, c'était un peu ça la question. Donc, comment on travaille sur les plus vulnérables et comment on va sécuriser l'espace. Donc là, ça, c'est une grille qu'on a dans le guide Isadora. Donc là, on ne va pas le détailler non plus, mais vous pouvez voir qu'on a des types d'aménagement. On a les influences qu'elles ont et ensuite les petits pictos, c'est les déterminants de santé. Et donc ensuite, nous, le travail qu'on a fait avec le bureau d'études, donc paysagiste, c'était comment on va, en fonction des déterminants de santé et du lieu, pouvoir adapter au maximum tous les espaces, les revêtements par exemple, un revêtement qui soit marchable et qui soit le plus lisse possible quand on est en fauteuil roulant ou avec un déambulateur, c'est le bitume, sauf qu'on voulait enlever le bitume parce que on veut en retirer le caractère routier de l'espace. Donc il faut qu'on trouve un revêtement qui ait les mêmes propriétés marchables qu'un bitume, mais qui soit d'une autre couleur, par exemple. Donc c'est des compromis comme ça qu'on va trouver. Et donc ce guide nous a aidé donc à pouvoir donner des critères en fait d'évaluation du dessin qui a été fait à la fin. Donc on va pouvoir passer la diapo. Donc là voilà, c'est une image de l'avant-projet avant-après.
Donc il n'est pas encore validé, mais c'est prévu pour le mois prochain. Voilà. Ensuite, on va passer à la diapo suivante. Donc là, c'est juste pour vous faire un petit point sur qu'est-ce que ça a coûté ou qu'est-ce que ça va coûter. Donc par rapport à l'étude, donc il y a deux parties, il y a l'étude pour la conception et ensuite il y aura la phase travaux. Donc l'étude pour la conception, donc c'est à peu près 43 000 euros. Le surcoût qu'a généré la démarche du FS, ce sont les concertations, c'est-à-dire à peine 5 000 euros. Voilà. Comme on a un programme leader qui travaille sur la question du paysage et qui fait la promotion de la santé environnementale liée au contrat local de santé, on a pu faire financer cette étude paysagère et la concertation par notre programme leader, ce qui fait qu'au final, on a eu 35 000 euros de subvention. Donc ça a été un levier aussi pour pouvoir faire financer l'étude, qui finalement, le surcoût UFS est finalement dérisoire au regard d'une étude géotechnique, par exemple, si on fait des comparaisons d'études. Donc on peut dire que l'UFS n'a pas eu d'incidence financière sur la démarche préalable, mais il n'en aura pas non plus sur la démarche des travaux, puisqu'en fait les travaux qui vont être choisis, ils sont sobres et en fait ils sont aussi ils vont juste canaliser là où on veut mettre l'espace vert ou où on va mettre par exemple un passage piéton, mais ça va pas renchérir en fait la qualité des matériaux. Donc finalement, on peut pas dire qu'il y a d'incidence sur les coûts. Voilà, ça a permis d'intégrer les besoins des habitants les plus vulnérables, qui ont des besoins spécifiques de mobilité, et ça a permis aussi une très bonne acceptation du projet par les habitants et un très grand enthousiasme et participation. Les groupes qu'on a fait participer ont adoré. Ils étaient très très moteurs et voilà. Et du coup, là, le projet se fera sûrement plutôt l'année prochaine, du fait du coût que ça représente, hein, 1 million. C'est très compliqué à sortir pour cette commune, même si on peut avoir beaucoup de subventions. Néanmoins, c'est un projet qui a toutes les chances de se faire plus tard, même si c'est une autre mandature, puisqu'en fait, il a été très, très, très partagé et il n'y a eu aucune contestation en fait du résultat final. Donc, c'était une manière aussi d'avoir quelque chose qui dépasse en fait la dimension politique. C'est vraiment quelque chose, voilà, ça répond aux besoins des habitants et c'est vraiment plébiscité par les habitants. Donc, voilà. Et donc on attend et donc ça c'est le calendrier, juste pour dire aussi que c'est sur le temps long et c'est pas parce qu'il y a eu une démarche de concertation que ça a augmenté le temps. En fait, la concertation, on l'a faite pendant la période de diagnostic et la période où on faisait une étude géotechnique et de perméabilité pour la gestion intégrée de l'eau pluviale. Donc de toute façon, c'était entre guillemets un temps mort. Donc en fait, le temps mort, on l'a utilisé pour la concertation, donc ça n'a pas non plus influencé le calendrier. Par contre, il faut l'anticiper, évidemment. Ça ne se décide pas le jour où on a l'équipe de maîtrise d'œuvre, il faut le faire avant. Mais une fois que c'est calé, on ne peut pas dire que ça retarde non plus les travaux. Merci beaucoup, Madame Cheminade, pour la présentation de des projets qui ont été mis en œuvre, enfin, qui continuent à être mis en œuvre sur l'EUSÉ et de montrer que finalement cette démarche d'urbanisme favorable à la santé n'est pas si coûteuse au regard des bénéfices aussi qu'elle apporte à la fois à l'ancrage du projet et à son acceptation par les habitants, mais également à juste venir améliorer les usages et venir enfin, améliorer les aménagements urbains par rapport aux usages qui sont déjà réalisés. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons maintenant entendre la PVD d'Ampierre-sur-Salon en Haute-Saône sur les aménagements favorables à la marchabilité. Et je laisse Monsieur le maire et Madame Sarret, chef de projet PVD, Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Régis Villeneuve, le maire de cette charmante commune de Dampierre-sur-Salon, en Haute-Saône. Donc, vraiment une commune rurale, hein, 1250 habitants, mais j'ose dire 1300, parce que la vie, beaucoup de personnes vont vouloir revenir à Dampierre-sur-Salon. Alors, nous, c'est pareil, quand on s'est engagé avec mon équipe municipale en 2020,
C'était pour redonner un peu la vie au centre du village, parce que nous sommes traversés par deux départementales qui se croisent en plein centre, dont une départementale où on voit à peu près 3 convois exceptionnels par jour, puisque c'est une voie à grande circulation et tout. Donc nous aussi, on avait des problèmes de sécurité et tout. Et au fil des années, je peux en parler parce que j'étais adjoint à la commune pendant des années. On a fait par mesure sécuritaire, on a mis en périphérie des pôles éducatifs, des sports, on a fait tout ça. Et aujourd'hui, on s'est dit, nous, l'équipe municipale, on s'est dit, notre rôle, c'est de ramener un peu cette vie au centre du village, avec tout ce que ça peut contraindre, mais au moins toutes les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et tout, pourront venir participer à tout, à la fête, un peu à tout. Les enfants pourront être là avec leurs parents, et c'est pour ça qu'on a lancé un gros programme. Et on a eu la chance d'intégrer Petite Ville de demain. La chance, pourquoi? Parce que des villes comme Dampierre-sur-Salon, nous n'avons pas de DG, nous avons beaucoup de difficultés à avoir tous des gros services techniques que les grandes villes ont. Et donc, nous, on a pu avoir une chef de projet Petite Ville de demain. Alors, c'est plus une collaboratrice qu'une chef de projet parce que on l'associe à tout et c'est une perle. Alors, donc, je peux pas mieux dire. Elle le sait très bien. Donc, nous, ça nous a grandement servi. Et nous, 1250 habitants, 40 associations, 2000 adhérents aux associations. Enfin, on a un village qu'elle va vous présenter parce que si je prends la parole, j'en avoir vraiment pour trop longtemps. Donc, je vais lui laisser la parole. Mais sachez aussi que, en tant que premier vice-président du Pays Grélois, donc je suis en charge aussi du contrat local de santé. Donc, tout ce qui est marche, enfin, et eau de fraîcheur, enfin, tout ce qui permet la santé bien au sens large, hein. C'est tous les thèmes abordés. Nous avons des fiches actions et tout se rapproche à ça. Donc, la marche et puis la sécurité aussi. Donc, en 3 ans, on a réussi à avoir village prudent, 2 cœurs en 3 ans. Donc, vous voyez, on a fait pas mal d'aménagements et on a nos gros projets, on associe forcément la marche, la santé et tout dans tous nos projets. Je vais laisser la parole à Julia parce que sinon j'en aurai pour trop longtemps et le temps il est compté quand même. Et puis, comme elle est associée à tous nos projets, Julia, à toi. Ok. Merci, bonjour à tous. Donc voilà, Monsieur le maire vient d'expliquer qu'effectivement la santé, c'est un sujet transversal qui est mené, on se sert de ce sujet-là dans la gestion des projets, au même titre que la mobilité, puisqu'on pense que c'est quelque chose qui est très lié ensemble. Donc, Dampierre-sur-Salon, Petite Ville de demain, elle est aussi accompagnée par C2R, c'est le contrat centralité rurale en région, avec donc la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, l'urbanisme favorable à la santé, voilà, c'est la bonne diapositive. Oui, tout d'abord, donc l'étude urbaine qui a été menée au début de la mandature, au début du dispositif Petite Ville de demain, pour donner à la commune de Dampierre-sur-Salon un plan guide qui va lui permettre de revitaliser son centre-bourg. Et ce qui a tout de suite été mis en avant, c'est le lien qu'on doit faire, qui a été qualifié de dorsale douce, entre la place commerciale et le cœur de Dampierre, qui est en fait un parc urbain qui est maintenant utilisé uniquement pour les animations. Mais à l'époque de l'ancienne mandature, c'était aussi le parking des bus scolaires, il avait d'autres usages. Voilà. Donc la diapositive suivante, voilà, ce parc urbain de Centrebourg va devenir le parc des Forges. Pourquoi des Forges? Parce que Dampierre-sur-Salon a une identité culturelle autour de la structure métallique. Elle est la capitale de la structure métallique en soi, parce qu'elle a beaucoup d'emplois liés à cette industrie-là. Et ce parc, donc, la nouvelle mandature a décidé de requalifier ce parc pour en faire un lieu de rencontre et d'animation pour tous. Donc là, l'étude est en cours, les travaux débuteront au 4e trimestre 2025. Et bien sûr qu'on accorde dans cet aménagement toute la place à l'accessibilité et à la mobilité, voilà, dont la végétalisation aussi pour permettre d'avoir un bon confort de marche. On peut passer à la diapositive suivante.
après cette étude urbaine, ce qui nous a semblé important de faire, c'est d'avoir un schéma directeur piéton. C'est ce qu'on a décidé de faire à l'échelle communale. Et on a été sélectionné par l'ADEME sur l'appel à projet La Marche du quotidien. Et on a maintenant sélectionné le prestataire qui va intervenir. Il s'agit du cabinet Rubicon. Et, et on va donc démarrer ce schéma directeur piéton d'ici peu. Et dans les autres, ouais, la requalification du chemin piéton pour boucler au centre-bourg fait aussi partie effectivement de l'aide financière apportée par l'ADEME et conseils techniques également pour améliorer la marche. Donc ce chemin piéton permet à la résidence senior et à d'autres habitats collectifs de pouvoir rejoindre le centre-bourg sans avoir à longer la départementale. Pour nous, ça semblait important. Et c'est une des premières choses qui sera faite avant même finalement que le schéma directeur soit sorti, mais on a mis en œuvre ça. La diapositive suivante nous permet de voir que Dampierre-sur-Salon s'est développée en extension et que la mobilité, elle est aujourd'hui assez basée sur la voiture. Malgré ça, dans chaque aménagement, on redonne au cadre de vie un confort, enfin quelque chose d'esthétique aussi par la végétalisation. Dès lors que la commune entreprend des travaux, elle met en œuvre tout de suite tout ce qui concerne l'accessibilité et la végétalisation pour améliorer le confort. Voilà. Oui, il y a eu effectivement, Monsieur le maire l'a précisé, que Dampierre-sur-Salon est une ville prudente maintenant avec deux cœurs. Hein. C'est l'association Prévention routière qui donne les récompenses. Et donc, on a déjà effectivement beaucoup travaillé sur l'amélioration de la sécurité aussi pour les piétons et les cyclistes. Voilà. Si vous avez des questions sur le schéma directeur piéton, on pourra aussi revenir dessus. Et concernant le design actif, on a mis en avant là le travail que l'école, le pôle éducatif a décidé donc de mener pour améliorer le cadre de vie dans l'école. Le pôle éducatif a été construit donc en extension de la commune, assez loin. C'est une cour qui était toute neuve et toute noire. Maintenant, depuis peu, elle a des arbres et maintenant aussi, depuis peu, elle a de la couleur, mais cette couleur-là qui amène les jeunes à jouer. Voilà, c'est le design actif qui, comme vous l'avez entendu tout à l'heure par les personnes du CEREMA, amène les enfants à bouger ensemble. Et ouais, c'est vrai que j'ai mis un mot aussi sur le savoir rouler à vélo qui se développe tout doucement parce que la première édition finalement, fin mai, on est content, elle a eu lieu en mai 2025 et c'est la première fois que donc, des enfants passent le savoir rouler à vélo à Dampierre-sur-Salon. Il y a eu 56 validations, enfin voilà. Pour la mobilité active. On espère que entre les aménagements d'espace public et la capacité des enfants maintenant à savoir rouler sur la voie publique, on espère voir venir quand même un peu plus de jeunes en vélo à l'école. Et pour parler des partenariats, il n'y a pas que l'école aussi qui effectivement va dans le même sens. On a travaillé avec le CPIE, on a bénéficié dans le cadre de l'urbanisme favorable à la santé de leur expérimentation. Et voilà, ça a donné lieu au poster que vous voyez en haut à gauche. Pour mener cette expérimentation, on a demandé à des personnes qu'on avait nous-mêmes ciblées, mais qui ont été tout de suite partantes. Elles seront d'ailleurs les personnes qui composeront une partie du comité piéton, là, qui va se mobiliser pour le schéma directeur piéton. On associe souvent le CAUE aussi à notre démarche. Là, pour le coup, on voit un article de presse qui parle de la végétalisation. C'est une formation donc, que le CAUE est venu mener ici à Dampierre-sur-Salon. L'Adréal avait financé aussi une remise en selle des consommateurs. Donc,
Ça, c'était une remise enfin, c'était une formation dédiée aux adultes et voilà, complémentaire au savoir rouler à vélo, mais pour les adultes. On associe aussi souvent les jeunes donc du pôle éducatif, mais également du collège. On a mené une animation avec la Fédération de chasse pour végétaliser et améliorer du coup l'envie de marcher avec la plantation de haies bocagères qui était l'action des chasseurs, enfin de la Fédération de La chasse. Fédération de chasse. Voilà, entre autres, et puis on a mis un autre article de presse sur la boîte à idées. C'est vrai que Dampierre-sur-Salon, depuis 2022, a sa boîte à idées dans l'entrée de la mairie, mais elle a aussi une boîte à idées numérique. Et voilà, de temps en temps, certaines personnes osent proposer des idées. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des diapositives. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, vous pouvez les poser dans la barre du chat, n'hésitez pas. Et monsieur le maire et madame chef de projet, vous pourrez y répondre si vous souhaitez par écrit ou bien à l'oral à la fin de cette présentation. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention vraiment très riche, très complète sur les actions qui sont menées à Dampierre-sur-Salon, qui laissent vraiment la part belle aux mobilités actives. Aux piétons, aux cyclistes et à la sécurité, à la nature en ville, tout en mobilisant les usagers. Donc voilà, un panorama très complet finalement de tout ce qu'on a déjà pu dire, qui a pu déjà été, et ce qui a déjà été dit en tout cas en introduction par le CEREMA et par le Z. Donc voilà, vous êtes dans la continuité de ce qu'on dit, donc c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Merci de nous avoir écoutés. Mais on peut faire des choses. Alors, des essais, c'est très compliqué parce qu'un mandat ne dure pas très longtemps. Ça passe très, très vite. Ce qui se passera au mois de mars, on verra. Mais il faut oser les choses. Alors, c'est un coût, c'est sûr, hein. On n'est pas une commune riche. On a beau avoir 900 emplois et tout. Mais voilà. Mais il faut oser. Il faut aller taper aux bonnes portes. Alors, nous, on a eu vraiment cette aide de Petite Ville de demain. Franchement, ça nous a beaucoup aidé. C'est vraiment formidable. On en profite énormément, mais il y a moyen de faire. Et je pense que tout le monde s'y retrouve, hein. Tout le monde, avec bonheur d'ailleurs. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et donc, je passe la parole à la PVD de Créon, cette fois-ci en Gironde, et à madame Mallet. Vous êtes chef de projet et vous allez nous présenter les actions qui ont été réalisées en lien avec le design actif. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, pour planter le décor et quelques données de cadrage, donc Créon est une commune d'environ 5000 habitants, située dans le département de la Gironde, à une vingtaine de kilomètres de la métropole bordelaise. Elle est située dans la zone d'emploi de Bordeaux Métropole, à l'interface avec Libourne et le Libournais. Et en fait, du coup, notre territoire est marqué par d'importants mouvements pendulaires. Les habitants de la commune et ceux du bassin de vie que vous pouvez voir sur la carte, donc représentés en bleu pour Créon, en fait, ont l'habitude d'être en transit sur notre territoire et du coup, ça nous pose voilà, de grandes questions. C'est un des grands enjeux du programme PVD pour Créon et pour le Créonais. Ça s'explique notamment dans la carte suivante, dans la diapo suivante. Créon a la chance de bénéficier d'une position de choix sur ce territoire, au carrefour de plusieurs départementales. En fait, elle irrigue quasiment tout l'entre-deux-mer, qui est le territoire qui se situe entre la Dordogne et la Garonne. Cette position géographique, comme toute la morphologie urbaine, ont été de sérieux atouts pour nous pour concentrer les fonctions de centralité. En effet, Créon a été créé au 14e, en fait, selon un plan orthogonal et concentrique, à partir d'une place carrée que vous pouvez voir sur le plan, comme toutes les Bastides, où il y a un marché qui s'y tient depuis 700 ans, et toute la Bastide est aujourd'hui sous l'égide des monuments historiques. Non, sous la protection, pardon, des monuments historiques. Donc, de nombreux équipements et services sont situés dans la Bastide, mais aussi en périphérie immédiate, notamment l'école maternelle, la ludothèque, la bibliothèque, enfin, le dojo, enfin, tous les équipements sont situés vraiment à proximité. Et par ailleurs, le foncier très contraint, en fait, n'a pas permis d'y placer de grands stationnements. Il se trouve également en périphérie, vous voyez, toutes les poches de stationnement qui émaillent, en fait, dans une proximité immédiate, on va dire environ 500 mètres autour de la Bastide. Cependant, voilà, les départementales qui ont fait le tour et qui en fait font de Créon un rond-point, aujourd'hui, elles sont vues comme de véritables ruptures fonctionnelles et sources d'insécurité, hein, puisqu'on a quand même un fort trafic avec quasiment 10 000 véhicules lourds et notamment pas mal de poids lourds. Et de fait, on a beaucoup de mal à favoriser le mode actif, en tout cas les déplacements en mode actif dans la Bastide, et d'autant plus que sur notre territoire,
Comme je disais en introduction, on a beaucoup de mouvements pendulaires. Donc, ça veut dire que les personnes qui veulent déposer leurs enfants à l'école le matin prennent leur voiture, puis partent au travail. Donc, l'idée, c'est de favoriser vraiment une facilité, une sécurité de déplacement dans la commune. De fait, en parallèle de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on a lancé une étude plan de déplacement et stationnement sur ce mandat, dont les actions concrètes, en fait, seront vraiment mises en œuvre au prochain mandat, parce que comme l'a rappelé Monsieur le maire il y a quelques minutes, bah, c'est vrai que tout ça a un coût, un budget, et qu'il faut étaler dans le temps. Pour Créon, le projet Petite Ville de demain, notamment sur ce mandat-là, c'était surtout de faire de l'équipement public et notamment une cuisine centrale. Donc, du coup, l'idée, c'était de faire la cuisine centrale sur le premier mandat et puis les équipements d'espace public sur le deuxième. Donc, en parallèle de cette étude de plan de déplacement qui est en cours, les élus ont souhaité quand même trouver une manière d'agir concrète sur ce mandat et on a proposé du coup de faire du design actif, qui est quand même une méthode peu chère mais néanmoins assez efficace. Pour faire ça, comme personnellement je ne sais pas faire du design actif, on a noué un partenariat avec le LISA, qui est l'Institut des Arts Appliqués de Bordeaux, pour que les étudiants imaginent, conçoivent des concepts pour répondre à notre question, en fait, comment faire en sorte d'inciter les habitants et les personnes de passage à emprunter les stationnements à l'extérieur de la Bastide et à y venir à pied. Donc nous avons signé une convention avec l'établissement qui permettait en fait de définir un peu les contours de ce travail. Donc la définition notamment de la propriété intellectuelle, des travaux des étudiants, donc qui appartient au LISA, la possibilité pour la mairie de s'en saisir pour les réaliser au besoin, le suivi des équipes techniques et des élus lors des 3 grands temps de rendu avec les étudiants, et bien sûr le choix d'un ou deux lauréats avec l'attribution d'une récompense voilà, pour les aider notamment dans la poursuite de leur étude. Donc nous, c'était un chèque cadeau d'une valeur de 100 ou 200 euros. Enfin, l'idée, c'était de pouvoir inciter une émulation un peu saine aussi au sein de cette promotion qui a réfléchi pour nous. Donc nous avons entamé le suivi en septembre 2023 pour un rendu début 2024. Je voudrais qu'on repasse à la diapo précédente, s'il vous plaît. Nous avons eu une dizaine de réponses, donc des plus fantaisistes aux plus réalistes. Le véritable intérêt, ça a été vraiment de partager et de comprendre le point de vue de ces étudiants sur la Bastide et leur vision de ce qui était réalisable ou non, et qui différait quand même pas mal avec celle de la vision des services techniques et administratifs. Donc là, par exemple, je vous ai mis 3 exemples de propositions qui nous ont été faites, beaucoup basées sur l'accompagnement du parcours avec des ajouts de signalétique pour identifier clairement les points d'intérêt, les points de stationnement, les durées de marche. Donc ça va être la proposition que vous voyez vraiment sur la droite avec cette perspective-là. En bas à gauche, vous avez aussi des propositions qui ont été faites pour émailler les temps de trajet pour aller aux écoles, de façon à ce que les enfants puissent s'amuser en fait depuis chez eux jusqu'aux écoles en faisant un parcours particulier. Et en fait, les petits dessins qui sont émaillés sur le sol, c'est des dessins où ils doivent sauter, courir, se stopper d'un coup. Enfin voilà, l'idée c'était de les faire se dépenser avant ou après ou après l'école, juste avant le retour à la maison. Et enfin, on a eu cette dernière proposition qui s'appelle le parking palette. Et là, si on peut passer à la diapo suivante, ce serait top. Voilà. Donc en fait, ça a été l'une des propositions lauréates et celle qui sera certainement retenue pour la réalisation. L'objet de cette proposition, le concept de parking palette, il a été développé par une équipe d'étudiantes l'idée, c'était de signaliser dans la Bastide les stationnements de l'extérieur, puisque de toute façon, aujourd'hui, en fait, les gens vont dans cette centre ancien et cherchent à se garer. Là, l'idée, c'était de sacraliser une place en la faisant peindre par un artiste et de mettre au défi l'usager de s'y garer quand même au risque de l'abîmer ou de la salir. Et le ton a plu aux élus, ce côté un peu piquant. Et en termes de réalisation, c'est au final quelque chose d'assez simple, puisque vous avez vu, il y a un totem et puis l'intervention de peinture au sol. Donc aujourd'hui, on a imaginé de s'appuyer, donc là, pour le moment, elle n'est pas encore réalisée, on est en train de travailler dessus. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur les services techniques pour la réalisation notamment du totem, du service de communication pour la cartographie, parce qu'elle n'est pas tout à fait au point, et l'impression par le biais d'une prestation externe, voilà. Et puis, pour la réalisation de l'œuvre d'art, on a identifié un artiste qui est capable aujourd'hui de faire 2, 3, 4 fresques. L'idée, c'était aussi de pouvoir y faire participer les écoles dans quelque chose d'assez participatif. Et grosso modo, en termes de budget, nous avons évalué 2 choses, la réalisation des 3 totems et la réalisation de l'œuvre d'art en tant que telle, enfin des œuvres d'art en l'occurrence, parce que l'idée c'est de me faire 3 places. Euh,
l'idée, c'est que chaque année, on puisse en faire un petit peu plus de façon à ce qu'à la fin, on ait vraiment des œuvres d'art au sol. En fonction des options, donc grosso modo, fresque participative, prestation externe d'un artiste, réalisation des totems, équipement en fait des 3 places de stationnement, ceux-là, on a identifié que ça coûterait entre 3 000 et 5 000 € en fonction des options retenues, TTC. Voilà, forcément, c'est une proposition qui aujourd'hui peut pas être réalisée seule, hein, si elle est mise en place en même temps que le fameux plan de déplacement enfin, en tout cas, c'est en amont de ce plan de déplacement et de stationnement et en prévision de travaux plus importants. Et actuellement, on n'a pas prévu de subvention particulière sur ce sujet-là, en se disant que sur les coûts qu'on envisageait, on pouvait les supporter. L'idée, c'était de favoriser à la fois une action culturelle, artistique et une action participative avec les écoles et de pouvoir un petit peu provoquer l'usager pour qu'il se rende compte qu'en fait, on puisse se stationner à 5 minutes à peine et, et que il n'y a pas de souci là-dessus et que en fait, c'est pas si loin et ce n'est pas si difficile, c'est pas si insécurisant de pouvoir se garer en fait juste à côté de la Bastide. Voilà, j'ai essayé d'être très courte pour rattraper un petit peu pour rattraper le timing. J'espère que ça ira et si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Madame Mallet, pour cette présentation qui permet de faire voir, de partager des projets assez originaux comme le vôtre. Je vois qu'il y a une question qui a été C'est de posée. réduire le plan. Alors en fait, le projet de Créon, c'est pas forcément de réduire le nombre de places de stationnement dans un territoire qui dépend de la voiture, puisqu'en fait, autour de notre Bastide et de notre centre ancien, on a des poches de stationnement, et c'est vrai que je l'ai pas bien précisé, entre 100 et 150 places, en fait, autour. En gros, on a 500 places autour de la Bastide. Ils sont pas très bien identifiés par les personnes de passage, pas toujours par les habitants qui préfèrent se garer vraiment très très proches des services. Et l'idée, c'est de montrer en fait que vous pouvez vous garer juste à proximité et faire 200 mètres à pied et que c'est pas grave. Mais comme on est sur des territoires ruraux qui ont vraiment pas cette habitude-là, l'idée c'est d'inciter vraiment à ce parcours. Pour ce qui est d'un itinéraire bis pour les voitures, aujourd'hui, il y a des réflexions en cours sur notamment une déviation pour les poids lourds de façon à libérer en fait les départementales du transit qui est le plus gênant en fait et qui provoque à la fois le plus de dégâts sur les routes et à la fois le plus gros sentiment d'insécurité puisque effectivement l'espace est assez contraint donc un grand poids lourd comme ça qui vous arrive dessus ça peut avoir un sentiment quand même pas évident surtout quand vous avez des petits enfants à côté de vous. Mais là, l'idée, c'est de travailler également sur le fait que les, les poids lourds puissent être déviés sur une autre trajectoire. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup, Madame Mallet. Alors, ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra continuer à y répondre encore 5-10 minutes si nécessaire. En attendant que des questions soient posées si besoin, je tenais déjà à remercier l'ensemble des intervenants de ce webinaire pour leur présentation très riche, très complète et qui faisait complètement écho les unes aux autres. Donc voilà, on espère vraiment que ces présentations permettront à la communauté PVD de repartir avec des idées et des outils beaucoup plus précis en termes d'aménagement urbain favorable aux mobilités et au design actif. Les replays des premiers webinaires sont déjà donc présents sur la plateforme YouTube. Et nous nous retrouvons mardi 10 juin pour le dernier webinaire de la saison thématique qui laissera la parole cette fois à la PVD de Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les Hautes-Alpes. Et c'est une PVD qui est très engagée sur l'urbanisme favorable à la santé qui viendra tout nous présenter son projet de territoire complet. Donc ça sera vraiment 1 heure dédiée à une PVD et je vous invite à vous connecter. Je pense que ça sera très intéressant. Je vois qu'il y a une autre question. Euh, Ok, alors je pense que c'est bon, on a répondu à toutes les questions et je me permets de vous rappeler la tenue de l'atelier in situ à Quimperlé dans le Finistère les mardis 24 et mercredi 25 juin prochains. C'est une rencontre nationale à destination des élus, des chefs de projet, des techniciens, des DGS, des petites villes de demain pour vraiment se réunir sur les leviers et les outils de l'urbanisme favorable à la santé. On ne parlera pas seulement mobilité, mais on viendra aussi explorer les questions d'habitat, d'initiatives d'accès aux soins euh,
de renaturation et surtout de convivialité en ville. Donc n'hésitez pas à vous joindre à cet atelier institut qui rassemble notamment des chercheurs. On aura le plaisir d'accueillir Anne Rouet-Legal, qui est vraiment spécialiste de l'urbanisme favorable à la santé, mais également des agences d'urbanisme et d'architecture et des élus et des techniciens. Et cet institut enfin, débutera par une intervention de Monsieur le Préfet du Finistère. Voilà. Ce sera un atelier très, très enrichissant et je vous invite à nous rejoindre. Et s'il n'y a pas de questions, il me reste juste à vous souhaiter une très bonne fin de journée et un grand merci pour votre participation et votre écoute très active. Merci beaucoup. Au revoir.